Et notre invité ce matin, c'est Yannick Jadot, candidat à la présidentielle. Le compte à rebours a commencé. Bonjour Yannick Jadot. Bonjour. Il reste peu de temps pour convaincre l'élu vert Bruno Bernard, dites-vous, il faut qu'il se lâche sur les plateaux. Vous entendez la consigne ? Écoutez, je crois qu'on fait une belle campagne. En fait, on sait que près de la moitié des Français sont encore indécis. La campagne a été très très lourde. On a eu l'épidémie, la Covid, avec beaucoup de questions, d'interrogations sur l'état de l'hôpital public, sur la vulnérabilité de notre société, de nos conditions même d'existence. Il y a la guerre en Ukraine qui sidère par ces images d'atrocités et qui parfois écrase un peu la campagne électorale. Mais là, ce qu'il y a devant nous, c'est un choix de société. Le 10 avril, on va choisir, est-ce qu'effectivement, on s'empare enfin de la question du climat, de la biodiversité, qui est l'allié du pouvoir d'achat, de la création d'emplois. Qu'est-ce qu'on dit de l'Union européenne? Qu'est-ce qu'on dit de la démocratie mondiale? On va prendre C'est ça un dans le vrai choix de détail. société. Alors, on va voir si vous vous lâchez ou pas, selon donc les encouragements de votre ami Bruno Bernard. Bruxelles, d'abord, la guerre en Ukraine, vous le disiez, pour l'instant, ça écrase tout. C'est un sujet de préoccupation et ça fait bouger l'Europe. Bruxelles a dégagé 1 milliard d'euros, 2 fois 500 millions, pour livrer des armes, en plus de ce que livrent les pays eux-mêmes. Est-ce que vous approuvez l'initiative européenne? Bien sûr, bien sûr. Alors vous savez que ce n'est pas l'Union européenne qui livre pour 1 milliard d'armes. C'est de l'argent. C'est de l'argent européen qui est destiné à compenser les livraisons d'armes des pays membres de l'Union européenne. C'est en plus. Donc c'est une compensation. Oui, c'est utile. Vous savez, quand on regarde la situation, je sais que tous les candidates et les candidats ne sont pas d'accord sur le soutien à la résistance ukrainienne. Mais moi, je suis un pacifiste. Mais un pacifiste, ça défend les libertés contre la tyrannie. Il ne s'agit pas seulement d'agiter le drapeau paix, paix, paix. Moi, je veux la paix. Je veux la fin des combats. Mais quand vous avez des femmes et des hommes qui se battent pour leur maison, qui se battent pour leur liberté, qui se battent pour leur pays face à une dictature, face à des atrocités, être pacifiste, c'est être aux côtés de celles et de ceux qui se battent pour la liberté. Et donc, en les soutenant, et moi, tous les matins, j'ai envie de rendre hommage à ces résistantes et à ces résistants en Ukraine. Je fais une petite parenthèse un peu personnelle d'ailleurs, puisque vous êtes pacifiste, dites-vous, mais que vous êtes admiratif de la résistance ukrainienne. S'il se passait la même chose sur notre sol, vous feriez comme les Ukrainiens, vous prendriez les armes? Écoutez, je ne sais pas, on ne sait pas dans quelles conditions, dans Oui, quelle mais situation. J'aimerais le faire. Et moi, vous savez, quand j'entends, encore une fois, des candidates et des candidats qui disent qu'il ne faut pas livrer des armes, au fond, abandonnons les Ukrainiens aux Russes. Ben moi, je suis très content que les Anglais et les Américains ils aient livré des armes pendant la Seconde Guerre mondiale. Et j'aurais été fier que le Front populaire aide les républicains espagnols contre les fascistes dans les années 30. Et là encore, vous savez, en fait, les va-t-en-guerre, c'est pas ceux qui aujourd'hui soutiennent la liberté contre la tyrannie. Vous n'êtes pas va-t-en-guerre. Les va-t-en-guerre, c'est ceux qui à chaque fois valident les conquêtes des tyrans, ceux qui ont validé Grozny, la Tchétchénie, ceux qui ont validé les bombardements à Alep, Dites-le parce ceux que qui ont validé. Ce sont des allusions. Vous visez qui? Ah ben je vise toutes celles et tous ceux qui aujourd'hui disent ah ben surtout on ne fait rien pour l'Ukraine. Qui? Ah ben vous avez Marine Le Pen, vous avez Éric Zemmour, vous avez Jean-Luc Mélenchon, donc vous avez toute une série de candidats qui, sous couvert de neutralité et de paix, sont pour l'abandon des Ukrainiennes et des Ukrainiens à la tyrannie de Poutine. On va en revenir à l'Europe, mais puisque c'est vous qui allez directement sur ce terrain, regardez ce que Adrien Quatennens a dit de vous. Il vous accuse d'être, d'une certaine façon, le péno compatible, parce que précisément, vous regardez le tweet là qui s'affiche. Je vois pas. Précisément, vous avez accusé Mélenchon d'avoir approuvé les bombardements en Syrie, les bombardements russes. Et il le dit, en disant cela, Yannick Jadot est davantage favorable à Le Pen qu'à Mélenchon. Écoutez, moi j'ai entendu Jean-Luc Mélenchon dire Poutine est en train de régler le problème en Syrie. Il n'y a qu'à regarder, les images sont officielles. Oui. Il a dit Poutine est en train de régler les problèmes en Syrie parce qu'il bombardait. Mélenchon a toujours mis la communication de Bachar el-Assad avec la communication de la presse internationale en disant on ne sait pas la vérité. Il a validé l'annexion de la Crimée par Poutine en disant qu'en Ukraine, c'était dirigé par des néo-nazis. Donc, à un moment donné, écoutez, toutes les images sont disponibles, je ne parle que de faits. Mais vous savez, moi,
Après, chacun a sa vision de la politique étrangère. Jean-Luc Mélenchon n'a pas voulu voter au Parlement la reconnaissance du génocide sur les Ouïghours. Il a régulièrement considéré que finalement l'État central chinois, comme Poutine, vous vous souvenez, juste avant l'invasion, il disait qu'en fait la responsabilité de la situation, c'était les Américains, qu'ils connaissaient bien Vladimir Poutine, que c'était un pacifiste. Donc simplement, moi je rappelle des faits. Et dans ce moment de guerre, en fait c'est toujours très révélateur des principes, des valeurs des uns et des autres. Vous avez celles et ceux qui défendent la démocratie partout. Vous avez certains qui considèrent que la démocratie, c'est important chez soi, mais que quand c'est les autres, ça peut être relativisé. Et puis, vous avez dans ce moment-là... Il n'est pas complètement démocrate, Mélenchon? Écoutez, Mélenchon. Quand à un moment donné, vous considérez que Vladimir Poutine est, au fond, plus fréquentable, il avait même dit, Vladimir Poutine est plus fiable que Joe Biden. Chacun a ses idées. C'est pas un vrai démocrate? Non. Oui, et puis vous savez, et puis moi, de toute façon, vous savez, je dirais jamais la République, c'est moi. La République, c'est celle du peuple. Donc, à un moment donné, il faut juste que les choses soient claires. Moi, je n'invective personne, je rappelle des faits. Et à un moment donné, dans ces moments d'histoire, il faut que chacun comprenne où sont les uns, où sont les autres. Et dans ce moment d'histoire, est-ce qu'on a besoin de l'Union européenne renforcée pour peser face aux dictatures comme face aux puissances économiques, ou est-ce qu'on a besoin de moins d'Europe? Eh bien, Jean-Luc Mélenchon, comme d'autres, veulent moins d'Europe. Moi, je considère qu'il faut plus d'Europe pour faire face aux grands défis de ce monde. Est-ce qu'il faut plus de défense? Vous, Président, est-ce que vous augmentez le budget de la défense nationale? Moi, je maintiens la loi de programmation militaire telle qu'elle est aujourd'hui, qui est une loi aussi de rattrapage sur nos équipements, qui ont été un peu... on a baissé, vous savez, un certain nombre de dotations sur des équipements essentiels, notamment l'équipement des soldats, mais aussi les hélicoptères, des patrouilleurs. C'est une loi de rattrapage, donc ça va dans le bon sens. Les Verts ont fait du chemin quand même sur la question militaire. Non, c'est en fait, vous savez, on a toujours été pour l'efficacité, on a toujours été pour la responsabilité. L'enjeu aujourd'hui, c'est de construire cette politique européenne de défense pour que l'Europe pèse, y compris pour faire la paix dans son voisinage. Mais et aujourd'hui, l'Europe ne pèse pas assez. Vous dites on augmente le budget national de la défense et on augmente le budget européen de la défense. Ah mais le budget européen, c'est aussi la mise en commun des budgets nationaux. Attention, on ne va pas faire une Europe de la défense en plus des politiques militaires nationales. C'est ce que la loi de programmation militaire, oui, mais à un moment donné, dédié à l'Europe, c'est dédié à la défense du territoire français. Je sais bien, madame. Ce que je dis, c'est que on peut aussi faire d'incroyables économies d'échelle. C'est ce que montre la Cour des comptes européenne, comme la Cour des comptes française. On dépense parfois beaucoup d'argent chacun dans nos pays, alors qu'on en dépenserait beaucoup moins ensemble sur un certain nombre d'équipements. Mais en tout cas, vous ne voulez pas en dépenser moins sur le sol français. Est-ce qu'il faudrait rétablir un service national? Non. Oui ou non? Ça, c'est une aberration. Pourquoi? Parce que, y compris, je veux dire, les militaires n'en veulent absolument pas. Aujourd'hui, au regard des tensions, des conflits qu'on a potentiellement dans le monde, il faut une armée de métier, il faut une armée extrêmement entraînés. Et si on doit faire société, parce qu'au fond, souvent, celles et ceux qui défendent le service militaire, le retour du service militaire, c'est pas tant pour l'armée que pour l'idée de faire société. Mais il y a plein de moyens de faire société. Moi, je suis, par exemple, pour la massification de ce qu'on appelle le service civique. Vous savez, aujourd'hui, dans notre pays, vous avez 130 000 jeunes par an qui, pour 6 mois, 1 an, ont un engagement pour la société. La massification, si on pouvait atteindre 500 000 jeunes par an qui ont un engagement, qui, y compris parfois après le bac, passent un engagement dans la société et que ce soit valorisé pour les études comme valorisé dans les métiers après. Parce que s'engager pour la société, s'engager auprès des enfants en situation de handicap, un diplôme professionnel. C'est pas l'idée que ça donne un diplôme professionnel, mais que ce soit perçu et vu comme un gain en maturité, comme un gain en ouverture sur la société, comme un gain en solidarité, en engagement. Parce qu'un jeune qui fait... C'est déjà le cas, honnêtement. Là, vous dites des choses qui existent déjà. Un jeune dans qui le a fait un système service français, civique... malheureusement, dans le système français, contrairement à d'autres systèmes européens, quand vous prenez 1 an dans vos études pour mûrir,
pour faire autre chose que vos études, c'est souvent pénalisé. Ce serait la valorisation d'une année de césure et qui donnerait des droits ou qui serait éventuellement reconnus officiellement. Mais vous savez, il y a déjà des droits. Vous savez, vous touchez 600 € par mois. Absolument. Donc, c'est pas... Mais c'est surtout que ce soit... que servir la société soit vu comme un plus quand après vous allez passer un entretien pour votre boulot, quand vous allez... C'est plus une question de culture et de mentalité que de reconnaissance que simplement de officielle. continuer à bachoter, à être dans une sorte d'entonnoir ou de seringue où il faut toujours faire plus d'études, toujours être dans la compétition, mais que l'ouverture sur la société, la maturité, les expériences diverses ne sont pas assez valorisées dans notre système. Alors Yannick Jadot, vous menez un bras de fer avec Total, hein. Vous avez sorti les griffes, là c'est pas le Jadot avec la cravate, c'est le Jadot qui monte au front. Pour les autres entreprises qui restent en Russie, comme les entreprises du groupe Mullier, par exemple, Auchan et Leroy Merlin, vous, président, vous leur dites de partir ? Moi, président, je leur recommande de partir. Vous leur recommandez de partir, oui. Donc vous ne leur donnez pas de partir. Non, parce que en fait, je fais la distinction entre des groupes qui, effectivement, à mon avis, de par leur responsabilité, devraient partir, comme beaucoup de groupes internationaux. On parle du groupe Mullier, mais je fais la différence avec le groupe Total. Pourquoi ? Parce que le groupe Total est affilié, partenaire de groupes russes qui sont dans le premier cercle de Poutine, dont certains sont sous sanctions internationales. C'est vraiment le gaz. C'est le gaz et le pétrole aujourd'hui qui financent les atrocités de la guerre en Ukraine. Donc, moi, on a déjà tellement d'exemples malheureux où Total, pendant des mois, a continué à soutenir la dictature en Birmanie, est en train de développer un projet en Ouganda où ils vont déplacer 30 000 personnes. Et là, on a une guerre et des crimes de guerre en Ukraine. C'est à la connaissance du groupe Total que ses partenaires sont impliqués dans cette guerre en Ukraine, mais c'est au président de la République que je m'adresse. C'est le président Macron qui a, entre autres, favoriser le développement des activités de Total en Russie. Il a signé des contrats avec Vladimir Poutine au profit de Total. Donc c'est à Emmanuel Macron d'arrêter de dire à M. Pouyanné « Restez, c'est pas grave, c'est totalement incohérent avec mon discours sur la protection des Ukrainiens, mais restez, non, c'est à lui de dire Total doit quitter. » Les entreprises françaises, vous leur dites quoi ? Je leur dis leur responsabilité, c'est de quitter. Leur responsabilité, c'est de quitter. Parce qu'à un moment donné... Leur responsabilité, c'est une question d'image, c'est une question de quoi ? C'est une question de responsabilité éthique, en fait. Madame Martichoux, on a 10 millions d'Ukrainiennes et d'Ukrainiens sur les routes. 10 millions. 3 millions qui sont déjà dans le reste de l'Union européenne. On a chaque jour des crimes de guerre, des femmes, des enfants, des hommes qui sont bombardés, qui sont dans les caves pour se protéger ou qui sont tués. Est-ce qu'à un moment donné, et c'est ce que disait le président Zelensky, il l'a très bien dit à l'Assemblée nationale, comme il nous l'a dit au Parlement européen, est-ce que nos vies ne valent pas plus que ces profits-là ? Vous savez que on est dans ces moments historiques. On est dans ces moments historiques. Les salariés de Auchan et de Leroy Merlin, vous l'avez peut-être entendu, reçoivent des menaces verbales, assassins, nazis, collabos de Poutine. Vous savez bien il y a que dans des le groupe clients Mullier, qui les invectivent. Pourquoi vous restez en Russie ? Pourquoi votre groupe reste en Russie ? Eh ben parce que ça choque tout le monde. Mais c'est pas. Vous savez que dans le groupe Mullier, c'est pas les salariés qui décident de la stratégie, comme dans le groupe Total. Ouais. Quand j'ai vu M. Pouyanné. Est-ce que les salariés du groupe, pardon, encore un instant. Mais non, je ne suis pas pour qu'ils soient invectivés. Est-ce que les salariés du groupe Mullier, ils ne seraient pas fragilisés économiquement dans leur emploi si les entreprises françaises ferment en Russie ? Mais on peut aussi réfléchir avec un certain nombre de groupes pour les accompagner. Mais est-ce qu'à un moment donné, vous avez présenté dans votre journal il y a quelques minutes les atrocités en Ukraine ? Est-ce qu'à un moment donné, on peut se dire il y a des choses essentielles ? On a quand même eu près maintenant de 3 ans de Covid. On a eu 3 ans de Covid, on a été capable de soutenir les entreprises. Est-ce que dans ce moment de guerre sur le territoire européen qui menace la paix, la sécurité, la démocratie dans toute l'Europe, est-ce qu'on peut faire les efforts suffisants pour imposer le cessez-le-feu à Poutine ?
C'est ça le sujet. Alors, on va avancer parce que je voudrais qu'on parle du pouvoir d'achat. Si je peux me permettre juste. Oui, mais très vite. L'Europe a été capable de mettre en place des outils incroyables, à la fois pour avoir des vaccins et à la fois pour faire face à la pandémie. L'enjeu là, c'est de faire face à une guerre et en plus de sortir de nos dépendances aux énergies fossiles. Elle va faire des achats communs de gaz, l'Europe. Vous savez, c'est cette proposition, je l'ai faite depuis 15 jours. Bonne nouvelle. Tant mieux, ça va dans le bon sens. Allez, on avance. Mais on peut, et c'est en lien avec le pouvoir d'achat, enfin, ce qui n'a pas été fait pendant le quinquennat, ce qui n'a pas été fait avant. On met le paquet sur l'isolation des logements, on sera moins dépendant de gaz et on aidera le pouvoir d'achat. Et on met le paquet sur les énergies renouvelables parce que ce sont les énergies de paix et de sécurité. Saint-Avold. Saint-Avold, c'est une centrale à charbon. Elle va fermer là cette semaine. Vous, président, est-ce que vous pourriez rouvrir cette centrale à l'automne prochain, comme c'est envisagé, pour assurer évidemment notre sécurité énergétique? Mais vous savez pourquoi on le fait? Vous savez pourquoi on ouvre Saint-Avold? Dites-moi, vous le faites parce qu'on a aujourd'hui 24 réacteurs à l'arrêt. On ne l'ouvre pas à cause de la guerre en Russie. Vous le faites pas. On ne l'ouvre pas la guerre en Ukraine, pardon. On l'ouvre parce que notre parc nucléaire est vieillissant. Non, attendez, j'y vais. Notre parc nucléaire est vieillissant. On a 24 réacteurs. 4 réacteurs sur 10 sont fermés. Justement, ayant ces réacteurs vieillissants, est-ce qu'on n'a pas besoin de ce charbon dans le cadre d'une économie de guerre? Non, parce qu'en fait, le problème qu'on a... Vous savez que la France, aujourd'hui, est celle qui paye le plus cher son électricité parce qu'on a un parc nucléaire vieillissant. Donc, à un moment donné, la solution, vous voyez bien, la solution d'Emmanuel Macron, c'est quoi? C'est de dire on a un parc nucléaire vieillissant, donc on ne fait rien, on va construire des réacteurs nucléaires pour 2040-2045, donc dans l'intervalle, on va être obligé de réouvrir nos centrales charbon. Mon projet... Il ne faut pas entretenir le parc nucléaire? Au minimum, je ne vous parle pas d'investissement. Est-ce qu'il faut entretenir le parc existant? Mais moi, je suis extrêmement responsable. On tiendra le parc nucléaire tant qu'on en aura besoin. Mais déployons enfin les énergies renouvelables. Tous ces projets qui sont bloqués par le gouvernement. C'est pas incompatible avec l'ouverture d'une centrale à charbon pour nous aider à passer l'hiver. Enfin, est-ce qu'à un moment donné, on peut anticiper? Est-ce qu'à un moment donné, on peut investir dans les bonnes solutions? Il y a juste une petite urgence. Oui, l'urgence, Madame Martichoux, c'est d'isoler les logements. Ça n'a jamais été fait. C'est comme ça qu'on soigne le pouvoir d'achat des Français, c'est comme ça qu'on protège leur santé. C'est une de vos premières mesures. Et c'est déployer enfin les énergies renouvelables dans notre pays. Ouais. On a une éolienne offshore qui n'est même pas connectée. Il y en a 5400 chez nos plus proches voisins. Est-ce qu'on peut faire l'effort pour des énergies qui sont des énergies d'indépendance et qui créent de l'emploi dans notre pays? Alors, juste, ça ne va pas vous faire plaisir, mais enfin, vous avez eu combien au bac géo? Pas lourd. Bon, pas lourd. Mais j'étais très bon en histoire, donc j'ai compensé, j'ai quand même une bonne note. Que vous avez vu sur les réseaux sociaux, sur les pays baltes, oui. Parce que vous êtes député européen, candidat à la présidence de la République, et vous n'êtes pas foutu, pardon. Il y a beaucoup de Français, mais vous êtes candidat à la présidence de la République. Oui, vous n'avez pas su situer la Roumanie. La Roumanie et la Bulgarie, c'était les pays baltes. Vous n'avez pas été capable de dire qu'ils étaient dans l'Union européenne. Mais non, arrêtez vos bêtises. Je sais parfaitement quels sont les pays membres. C'était dans une émission qui s'appelle Au tableau sur M6. Mais non, je sais parfaitement quels sont les pays membres de l'Union européenne. Simplement, effectivement, je ne savais pas situer dans l'ordre l'Estonie, la Lettonie et la Lituanie. Voilà. Grande faute et c'est pas bien. Non, mais j'en suis désolé, y compris parce que j'ai des collègues baltes et je fais amende honorable absolument. Quelques propositions qui structurent plus ou moins le débat. D'abord, le RSA conditionné pour Emmanuel Macron, RSA uniquement pour les Français pour Marine Le Pen. Et vous, est-ce que vous réformez le RSA? Oui, je crée un revenu citoyen d'autonomie. Personne dans notre pays ne sera sous le seuil de grande pauvreté qui est aujourd'hui 920 €. On a des Françaises et des Français, 7 millions, qui vont dans les associations qui leur offrent des repas gratuits. On a 4 millions de mal logés. On a 10% de la société française qui est sous le seuil de pauvreté. Eh bien oui. Je veux éradiquer la grande pauvreté dans notre pays. Et ce revenu citoyen, si vous permettez. C'est avec ou sans des allocations? Avec les appels. Donc allocation, APL comprise. C'est important que les gens anticipent. Tout à fait. Mais
on ne peut pas aujourd'hui, et c'est un revenu d'autonomie pour les jeunes. Vous savez, moi je veux que les jeunes n'ont pas accès au RSA aujourd'hui. Les jeunes ont été les grands exclus, les grands oubliés de ce quinquennat. C'est terrible. Et vous avez entendu les commentaires du Secours catholique sur la proposition d'Emmanuel Macron. Il a dit au fond, Emmanuel Macron veut imposer des travaux d'intérêt général aux plus pauvres de notre pays. Ça vous choque ? Et Emmanuel Macron les traite comme des délinquants. Voilà ce que dit le Secours catholique. C'est pour aussi dire le mépris d'Emmanuel Macron pour les pauvres. Ah bah écoutez, quand en permanence vous stigmatisez les plus pauvres dans ce pays, en permanence vous voulez mettre le doigt sur le fait qu'ils seraient des assistés. Mais vous vous rendez compte, des assistés à 560 €, eh ben moi je veux que les jeunes, dès 18 ans, puissent être autonomes, qu'ils puissent choisir leur vie et qu'ils aient ce revenu pour ne pas aller faire la queue. Vous appelez ça un revenu citoyen d'autonomie. D'autonomie. Parce que je ne veux pas que nos étudiants et que nos jeunes fassent la queue pour un repas gratuit. Un pays qui n'investit pas en sa jeunesse est un pays qui est voué au déclin. Et vous avez vu d'ailleurs, si je peux me permettre, les dernières statistiques qui ont été faites sur l'investissement par étudiant. Sous Emmanuel Macron. Yannick Jadot, il nous reste 4 minutes. C'est une exception et une aberration française. L'investissement par étudiant diminue. C'est une aberration. On ne mise pas dans ces pays sur notre jeunesse. Nous changerons tout ça. Encore quelques questions, pardon, je vous demande de répondre rapidement. Au nom de la défense animale, et pour interdire les règles d'abattage sans étourdissement, Marine Le Pen veut interdire la viande cachère et halal. Vous êtes d'accord ? Ah non. Moi, je ne suis pas contre l'abattement rituel. Je suis contre l'absence d'étourdissement. Ça n'a rien à voir. Donc c'est non. Êtes-vous pour ou contre le délit de non-partage des tâches domestiques suggéré par Sandrine Rousseau ? Non. D'accord. Mais il y a un vrai sujet sur le partage des tâches domestiques, mais ça ne doit pas aujourd'hui devenir un délit. Elle ne vous a pas gâché votre campagne ? Continuez sur vos questions, Madame Martichoux. Joker. Vous sortez le joker. Mais non, allez, continuons. Est-ce que vous seriez Macron compatible ? Non. Mélenchon compatible ? Mais moi, je suis Jadot compatible, je suis écologiste. Oui. Est-ce qu'à un moment donné... Mais est-ce qu'à un moment donné, les Verts et les écologistes français ne pourraient pas aussi envisager de gouverner avec d'autres dans le cadre d'une coalition ? Mais on peut gouverner avec d'autres. Nous gouvernons dans des villes, dans des régions. On le fait. Mais alors, être un minimum compatible. Mais la question, il faut construire un projet aujourd'hui. Sur la base d'un programme commun. Madame Martichoux, on a eu une campagne assez compliquée, assez confisquée, y compris par un président de la République qui ne veut pas débattre. Est-ce qu'à un moment donné, on peut faire la campagne de premier tour ? Est-ce qu'à un moment donné, on peut demander aux Françaises et aux Français de dire « Votez pour vos idées, votez par conviction, votez par construction. Vous voulez que le climat, la biodiversité, la justice sociale et l'Europe soient au cœur du prochain quinquennat, eh bien votez écologiste. Parce qu'il n'y a personne d'autre pour ça. Il n'y a personne d'autre pour faire en sorte que toutes nos politiques publiques soient conditionnées au climat, à la justice sociale, à l'égalité femmes-hommes. Il n'y a pas un autre projet qui porte autant Jean-Luc Mélenchon, aux yeux des Français et aux yeux d'ailleurs de certains citoyens. On verra le 10 avril, Madame Martichoux. On verra le 10 avril, parce que le 10 avril, les Françaises et les Français voteront. Ils ne suivront pas les sondages. Ça fait longtemps qu'ils ne suivent plus les sondages, qui se trompent à chaque élection, notamment sur les votes écologistes. Si on avait écouté les sondages, on n'aurait pas gagné une seule mairie. Si on avait écouté les sondages, on aurait fait la moitié du score qu'on a fait aux européennes. Si on avait écouté les sondages, on n'aurait pas été le premier du vote jeune aux européennes. Donc vous ne croyez pas aux sondages là ? Non. Quand vous avez y compris... Vous pensez que vous êtes à quel niveau d'un je ne sais rien, on verra. Moi, vous savez, il y a un truc en démocratie, c'est mettre un bulletin dans l'urne. Selon notre ligne, vous êtes à 5%. Eh bien, on verra. On verra. Moi, j'appelle les Françaises et les Français. J'appelle les Françaises et les Français à voter pour ce qu'ils considèrent essentiel. La santé. On a vu combien c'est lié à l'environnement. On est en plein pic de pollution. La santé, le climat, la biodiversité et toute l'innovation économique, toute la justice sociale qu'on peut construire autour de ça, c'est le projet écologiste. Et vous finirez à combien ? À quel niveau ? Eh bien, c'est les Françaises et les Français le diront. Oui, vous savez, c'est comme ça la démocratie. Vous avez raison. À un moment donné, c'est le peuple qui décide. À un moment donné, c'est le peuple qui décide. Jean-Luc Manot, hier sur ce plateau éditorialiste, disait de vous, ce sera un très bel échec.
Eh ben, écoutez, on en discutera. Vous savez, ça fait tellement longtemps que les éditorialistes... C'est pas un très bel échec. Ça fait tellement longtemps que les éditorialistes... C'était un hommage, hein. Ah, bah écoutez, je le vois pas totalement comme ça, mais ça fait longtemps que les éditorialistes, vous savez, ils font aussi preuve de tellement de conformisme. Oh, c'était pas pour renversons la table, renversons la table. Merci beaucoup Yannick Jadot d'avoir été avec nous ce matin sur LCI.